Donc, bonsoir à tous et toutes. Je suis Rachel Légère. Je précise tout de suite que je ne prétends vraiment pas être une des Rachel qui changent le monde, mais je vous assure que je fais ma part. Je suis biologiste, gestionnaire, et j'ai été directrice de ce magnifique biodôme où j'ai été ici pendant 30 ans, et directrice pendant 13 ans jusqu'à la fin 2017. Je suis aujourd'hui travailleur autonome. Je serai votre animatrice de la soirée. Ce soir même, c'est le 60e anniversaire de la sortie du livre de Rachel Carson, Silent Spring, ou Printemps silencieux. Donc, ce livre coup de poing a donc paru pour la première fois le 27 septembre 1962. Nous parlerons plus amplement de l'importance de ce livre en tant que précurseur du mouvement écologiste et de Rachel Carson comme biologiste marin très engagé. Finalement, Vigilance OGM, votre hôte de ce soir, dont la mission et l'action est basée sur l'importance du droit de savoir, de la transparence et de l'application du principe de précaution, et ce, dans tous les domaines liés aux OGM, pour le bénéfice des agriculteurs, agricultrices et des consommateurs et consommatrices. Vigilance OGM lance ce soir le balado des Rachel qui changent le monde, que vous pourrez écouter en soutien aux revendications pour un monde plus sain, revendications qui sont toujours au cœur de nos préoccupations. Je voudrais vous souligner la présence de la librairie Le Port de Tête, qui est au fond là-bas, et le partenariat de Vigilance OGM avec la maison d'édition Wild Project. Il y aura à la fin de la soirée un concours pour gagner un livre, mais on va vous le rappeler tout à l'heure. Je pense que vous avez reçu un petit coupon, là, puis gardez-le bien précieusement. Enfin, je vais vous présenter nos panélistes. Je vais devoir le faire brièvement parce qu'ils ont des CV assez impressionnants. Ce sont toutes trois des femmes au parcours impressionnant, ayant des expertises en agronomie, en santé et en droit. Véronique Bouchard. Levez la main pour qu'on te voit. Présente. Donc, Véronique Bouchard est agronome, productrice maraîchère et propriétaire de la ferme biologique aux Petits Oignons, située à Mont-Tremblant dans les Laurentides. C'est une des fermes biologiques les plus renommées au Québec et reconnue à l'international. Véronique Bouchard est impliquée dans le réseau des fermiers de famille de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, le CAPé, et elle a déjà siégé sur plusieurs conseils d'administration d'organisations agricoles et locales. Ensuite, on a Maryse Bouchard. Maryse Bouchard est professeure agréée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les contaminants environnementaux et la santé des populations. Les recherches de Maryse Bouchard portent notamment sur les risques associés à l'exposition aux pesticides. Enfin, au milieu, Geneviève Paul. Geneviève Paul est juriste et directrice du Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE. Elle a notamment travaillé pour Amnesty International Canada francophone et la Fédération internationale pour les droits humains, en soutien à diverses communautés. Au CQDE, Geneviève Paul plaide pour que les gouvernements fédéral et provincial s'acquittent de leurs obligations en matière de droits humains, plus particulièrement pour faire respecter le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Et enfin, la chargée de projet pour Vigilance OGM et animatrice du balado, Émilie Schwartz, complètement au bout. Cette Française est nord-côtière d'adoption. Émilie Schwartz est passionnée par l'engagement citoyen et carbure aux projets qui font une différence. Co-instigatrice d'un groupe de citoyens, de transition citoyenne et créatrice du balado La Voix des régions pour rassembler et donner une voix aux citoyens et citoyennes. Elle saisit chaque opportunité qui lui permet de mieux comprendre les enjeux du monde dans lequel nous vivons.
Je laisse la parole à Émilie qui va nous parler de Vigilance OGM et de sa démarche pour la réalisation de ce balado. Émilie Chouat, à vous la parole. Bonjour, alors je laisse le micro en même temps. Merci Rachel, merci à tous d'être présents, c'est très excitant en ce jour de lancement. Rachel a déjà un peu parlé de Vigilance OGM, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'organisme? Coucou. Ok, alors, il faut juste savoir qu'on est un organisme à but non lucratif, puis qu'on travaille, on est pas mal le seul organisme au Québec qui milite activement dans le dossier OGM et pesticides. Pourquoi OGM et pesticides? Pourquoi on travaille sur les deux? Faut savoir que ça fait environ 25 ans qu'on utilise des organismes génétiquement modifiés. Et en fait, 100% des semences génétiquement modifiées le sont entre autres pour tolérer un ou plusieurs herbicides, notamment le Roundup, qu'on utilise beaucoup à base de glyphosate. Donc vous comprendrez bien qu'on peut comme pas dissocier les deux OGM et pesticides. Et également, c'est beaucoup les mêmes entreprises et industries qui vendent les semences et les OGM. Voilà, donc beaucoup de pression par rapport à ça. Donc c'est ça pour Vigilance OGM. Par rapport au balado et moi, mon rapport aux pesticides, j'ai étudié en lycée agricole, donc j'en ai un peu entendu parler, mais c'est sûr qu'au quotidien, pour être honnête, quand je vois les nouvelles passer, il y en a beaucoup des nouvelles beaucoup sur l'environnement, les changements climatiques. Je lis pas forcément les nouvelles qui sont difficiles à lire. Moi, j'aime beaucoup les solutions. Et en fait, j'ai lu le livre Printemps silencieux de Rachel Carson, qui parle beaucoup des pesticides. Elle a écrit ça il y a 60 ans. Elle parle de l'impact des pesticides sur la nature et notre santé. C'est vraiment un livre marquant, et là j'ai comme le choix de me mettre là-dedans, et je suis allée rencontrer des femmes à travers le Québec pour un peu m'aider à comprendre cet enjeu-là. C'est sûr que c'est pas un enjeu qui est facile. Je ne prétends pas être une professionnelle des pesticides, même après ce balado-là. J'ai pas les études qu'ont les femmes à ma droite, mais ça a vraiment été enrichissant. Je suis allée jusqu'au Témiscamingue, à Montréal, à Québec, en Gaspésie. J'ai rencontré 10 femmes, donc il y avait des biologistes, des écologues, plusieurs agronomes, une femme politicienne. On avait aussi une sociologue, une professeure en santé publique à l'Université de Montréal. J'espère que j'oublie personne. Plein de femmes, une juriste. Et aussi une fermière qui est juste ici, à ma droite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est dans un sujet aussi complexe comme ça, c'est qu'est-ce que chacune des femmes peut apporter. Ce sujet-là, c'est un peu comme un sorte de puzzle où en fait chacune des femmes va apporter une expertise pour avoir une vue globale sur le sujet. Puis j'espère vraiment pouvoir vous amener avec ce balado à comprendre mieux cet enjeu des pesticides, parce qu'on n'a pas tous le temps de partir un été à la rencontre de ces femmes-là qui sont engagées. Donc voilà, je suis été très chanceuse, puis c'est pas mal ça. Puis j'aimerais te lancer une question, Rachel, comme c'est pas mal toi qui vas les poser ce soir. Moi, honnêtement, je connaissais pas Rachel Carson avant de le lire au printemps, ce livre-là, donc c'est Printemps silencieux, ça a donné bien. Mais, puis je connaissais Printemps silencieux non plus. Toi, est-ce que tu connaissais Rachel Carson? Est-ce que tu avais déjà lu Printemps silencieux? Oui. Je me suis souvent sentie liée à Rachel Carson, étant moi-même biologiste marin, étant une femme en sciences, mon plan Rachel, et préoccupée par la santé de l'environnement, vraiment depuis toujours. J'ai étudié les livres de Mme Carson lors de mes études en biologie marine à UBC, à Vancouver. Ses premiers livres, je les ai d'ailleurs tous avec moi. Il y a Under the Sea Wind, The Sea Around Us, puis il y a bien sûr Silent Spring. Donc, ils ont été publiés à peu près à 10 ans d'intervalle. Le premier en 41, en 1950 et finalement en 1962. Donc, tous des best-sellers. Et c'est ce qui a permis à Rachel Carson d'être capable de
voyager, de vivre, parce qu'elle était assez modeste de famille. Donc, Rachel Carson s'est souvent décrite comme la scientifique poète de la mer. Elle disait que la mer et les berges, c'était nos ancêtres, notre monde ancien. Et d'ailleurs, on n'a qu'à se remémorer, à penser à des animaux de la mer, et c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on voit sur Terre. Même un crabe, un homard, c'est des poulpes et des nautiles, ce sont tous des animaux qui ont quand même des aspects très anciens. Donc, elle disait vraiment que c'était nos ancêtres. Depuis 2013, il y a même une sculpture en plein air représentant la biologiste, écologiste et autrice au bord de la mer, au Waterfront Park à Woods Hole, au Massachusetts, où elle avait sa cabane d'été. Elle appelait ça sa cabane, elle ne sait pas un chalet, c'est vraiment une cabane. Il y a aussi Rachel Carson National Wildlife Refuge au Maine. Et il y a aussi un timbre qui a été dédié, et je l'ai, un timbre qui a été dédié à Rachel Carson, un timbre américain de 17 sous, qui a été lancé en 1981. Tout ça, c'est pour vous dire que même si Rachel Carson a quitté ce monde en 1964, elle est encore très présente et son œuvre aussi. Donc, je reviens à Émilie qui va vous parler un peu plus de Rachel Carson, son histoire, ses luttes, son impact sur l'environnement. Et ensuite, on va passer aux questions de nos panélistes. Alors, Rachel Carson, c'est la femme qui est juste là, sur le roll. Rachel Carson, elle est née au début du XXe siècle. Elle a étudié en biologie marine, donc c'était vraiment sa spécialité. Elle a travaillé au Bureau national des pêcheries pendant plusieurs années. Elle a été aussi professeure à l'université, encore une fois, pendant plusieurs années. Et en 1962, donc il y a 60 ans, elle sort le livre qui s'appelle Printemps silencieux. C'est son 4e ouvrage. Et dans ce livre-là, c'est comme la première fois qu'il y a eu un livre qui parlait de cette manière-là, de l'impact des pesticides sur notre santé et l'environnement. Comment ce livre a été reçu? Ça a été quelque chose parce que Rachel Carson, en écrivant ce livre-là, elle a mis 6 ans à vraiment regrouper toutes les études scientifiques pour construire son analyse. Elle était vraiment baquée là par tout ce qu'elle avait fait comme travail. Elle s'est basée sur les observations de milliers et de milliers de personnes quand il y avait des épandages intensifs de pesticides. C'est sûr que les gens, il y avait par exemple des rouges-gorges qu'ils entendaient plus chanter, ils voyaient l'impact directement sur leurs animaux de compagnie, des fermiers qui voyaient leurs vaches qui souffraient. C'est ça. Donc beaucoup d'observations. Et en fait, quand elle a sorti ce livre-là, l'industrie s'est sentie attaquée. L'industrie qui vend notamment les pesticides. Et elle a tellement en fait basé ça sur des études scientifiques. Elle a tellement bien écrit ça qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'attaquer à elle-même finalement, à sa personne. Donc de juste essayer de la discréditer en parlant de sensibilité féminine par exemple. Vous comprendrez peut-être pourquoi on a choisi d'aller interviewer des femmes, rencontrer des femmes pour ce projet-là. C'est notamment une des questions là qu'on aborde, la place et les enjeux d'être une femme en sciences. Donc c'est ça. Mais Rachel Carson, elle a gagné ce combat-là parce que avec elle, il y avait la communauté universitaire qui était là. Il y a aussi des spécialistes et des experts scientifiques qui ont vérifié les études vraiment minutieusement. Donc en fait, elle a gagné ce combat-là. Rachel Carson, 2 ans après la parution du livre, elle est décédée d'un cancer du sein. Elle avait seulement 56 ans. Ses écrits, ils sont encore très présents aujourd'hui. Ça a vraiment initié le mouvement environnementaliste dans le monde occidental. Puis de ça a découlé notamment, c'est sûr que la population a réagi aussi et le gouvernement américain a interdit aussi par la suite le DDT, l'utilisation du DDT, qui est un insecticide très très utilisé à l'époque et elle en parle beaucoup dans son livre. Donc Rachel Carson a vraiment été une femme qui change le monde et à travers ce balado, je suis allée rencontrer 10 femmes qui changent le monde, à elles aussi des Rachel qui changent le monde.
Alors, merci d'être avec moi ce soir. Puis je salue aussi Lise Parent, notre épisode 4, sur l'eau, qui est ici juste devant avec nous. C'est ça, dans le fond, je vais te redonner la parole, Rachel. Merci. Je vais maintenant débuter par des questions pour nos spécialistes en agronomie, en santé et en droit. Je vais commencer par vous, Véronique Bouchard. Donc, vous êtes propriétaire de la ferme biologique aux Petits Oignons, à Mont-Tremblant. Pourriez-vous nous expliquer comment le modèle de ferme biologique permet de se passer de pesticides et assurer une meilleure résilience face au changement climatique? Et pourriez-vous en même temps nous définir un peu ce que c'est un pesticide? Ben, le terme pesticide englobe des fongicides, des insecticides, des herbicides. Ça veut dire cide, ça veut dire tuer. Fait que dans le fond, c'est une substance chimique qui tue soit des plantes, des animaux, des insectes ou des champignons. L'agriculture biologique, les principes de base de l'agriculture biologique mise plutôt sur une approche de santé du sol où on vise des cultures diversifiées, une biodiversité qui va prévenir les maladies, les infestations d'insectes ou les maladies qui soient fongiques ou bactériennes par une santé du sol. Donc, cette philosophie-là de l'agriculture biologique est beaucoup basée sur la prévention. Par contre, malheureusement, il y a une industrialisation en ce moment de l'agriculture biologique et on voit de plus en plus une agriculture à très grande échelle qui ne fait que remplacer des pesticides chimiques par des pesticides homologués pour l'agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique, c'est pas juste une certification, c'est aussi, j'aime le rappeler, là, une philosophie basée sur la santé globale des sols. Le système sol-plante ne peut pas être dissocié et c'est important de travailler là, en prévention pour prévenir les infestations plutôt que d'être dans une approche, l'approche pesticide où on veut éliminer ces bactéries, ces champignons et malheureusement, dans une biodiversité, oui, il peut y avoir des champignons pathogènes, des bactéries pathogènes, mais il y a plein de bactéries bénéfiques, il y a plein de champignons bénéfiques. Donc, ce qu'on fait avec les pesticides, on tue la biodiversité, on appauvrit nos environnements et on laisse la place de plus en plus aux infestations. Donc, pour moi, agriculture biologique, ça devrait être des productions à petite échelle, diversifiées, pour que ça joue vraiment son rôle là, de prévention et qu'on puisse se passer de ces armes chimiques qui détruisent nos environnements et notre santé. Donc, pour répondre à la meilleure résilience face au changement climatique, qu'est-ce que vous pourriez dire? Bien, pour moi, la résilience passe par plusieurs fermes de petite taille et surtout par la reconstruction d'un lien direct entre ceux qui travaillent de la terre et ceux qui mangent. L'agriculture, on a connu dans les dernières décennies une marchandisation de l'alimentation. La distribution agroalimentaire avec les chaînes d'épicerie en sont venus à prendre le contrôle à la fois de l'agriculture et à la fois de l'alimentation. C'est les chaînes d'épicerie qui décident qu'est-ce que vous allez manger et ça vous en vient à vous mettre un standard dans la tête qu'un concombre, ça doit être droit parce que si un concombre est croche, c'est louche. Quand il y a un insecte qui mange une fleur, des fois, la fleur est mal pollinisée, fait que le concombre va être croche, mais il est tout aussi beau. C'est juste qu'il a été affecté par un insecte qui a mangé un morceau de fleur. Donc, on a un concombre croche que moi, j'appelle les concombres sourires. Je les donne aux enfants en leur disant « Hey, tu veux un concombre sourire? » Puis là, les enfants, après, quand ils viennent chercher leur panier bio à la ferme, ils cherchent les concombres sourires dans les boîtes. Mais l'épicerie nous a mis dans la tête qu'un concombre doit être absolument droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins de rentrer ces concombres-là dans des boîtes, qui vont rentrer tant de boîtes par palette, qui vont rentrer tant de palettes dans un container. Et c'est comme ça que l'industrie fonctionne. Et donc, les agriculteurs, on leur demande de produire cette alimentation-là standardisée. Puis, les consommateurs s'attendent aussi à un standard de produit. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucun impact d'insectes. Mais si on se promène dans la nature, les champignons, les fruits sauvages, ils ont souvent des petites blessures causées par cette vie-là qui est bénéfique aussi à la croissance des plantes. Donc, c'est très important aussi pour moi, pour avoir une agriculture qui est résiliente, de reconstruire ce lien-là et de refaire de l'alimentation, pas juste une marchandisation comme une autre, mais d'avoir aussi la reconnaissance
de l'aliment en tant que quelque chose qui nous nourrit, qui contribue à notre santé, puis d'accepter aussi d'autres standards et d'autres façons de se nourrir. D'autres façons de s'approvisionner aussi, plus directement auprès des terres. Merci beaucoup pour ces précisions. J'aurais maintenant une question pour Maryse Bouchard. Dans son livre Silent Spring, Rachel Carson explique que le DDT, le pesticide, avait été mis au point durant la Deuxième Guerre mondiale pour combattre les infestations de typhus transmis par les poux. Après la guerre, le DDT est devenu un symbole de propreté, de désinfection, était vaporisé partout sans avoir été testé pour un usage domestique. Aujourd'hui encore, il manque de données scientifiques dans l'évaluation des pesticides sur l'environnement et sur l'humain. Que démontrent vos recherches sur les risques associés à l'exposition aux pesticides? Donc, quand on parle de pesticides, c'est tellement de choses différentes, c'est au moins 1000 molécules différentes. Donc, c'est difficile de généraliser, mais ce qu'on peut dire, c'est que en général, les insecticides sont particulièrement toxiques. La raison est simple, c'est que, dans le fond, les insecticides attaquent les insectes en interférant avec leur système nerveux. Et il y a quand même beaucoup de processus physiologiques qui sont similaires, en fait, dans le cerveau humain et dans le cerveau des insectes. Donc, la neurotoxicité est vraiment un des effets qui nous inquiète le plus quand on parle des expositions aux insecticides. Donc, moi, j'ai fait plusieurs études qui ont montré, par exemple, que cette exposition-là était particulièrement néfaste lorsqu'elle avait lieu pendant certaines périodes, stades critiques de développement, comme par exemple le stade prénatal. Donc, dans mes études, j'ai démontré que quand la femme enceinte était exposée à davantage de ces insecticides, par exemple de la classe des organophosphorés, les enfants, en grandissant, avaient des habiletés intellectuelles légèrement moins bien développées que les enfants de femmes qui avaient été moins bien exposés. Donc, si on est capable de déterminer ça grâce à des études où on fait un suivi longitudinal des personnes, donc il y a quelque chose qui est quand même très énergivore et ça prend beaucoup de temps avant d'être capable de mettre en évidence ces effets-là. Et ce qu'on voit, c'est que l'industrie, à mesure que les scientifiques nous sommes capables de démontrer que certaines classes de pesticides ont des effets, eh bien, ils vont changer leurs molécules pour aller utiliser des molécules qu'on connaît moins bien. Donc, après avoir apporté des données solides sur la neurotoxicité des organophosphorés, par exemple, j'ai remarqué que l'industrie, en fait, était déjà en train de changer et d'utiliser de plus en plus d'une autre classe de pesticides, les pyrétrinoïdes, qui, eux, étaient pratiquement pas étudiés. Donc, j'ai été une des premières personnes à étudier, quels peuvent être les effets de ces pyrétrinoïdes. On a encore une fois montré qu'ils pouvaient avoir des effets sur le neurodéveloppement des enfants. Donc, c'est ça qui est un peu difficile dans cette façon de faire. C'est qu'il y a tellement de molécules et les génies chimiques sont très créatifs quand il vient le temps de créer des nouvelles molécules. Donc là, j'ai parlé des insecticides, mais les herbicides, ce qu'on utilise le plus en agriculture, c'est quand même les herbicides, là, de loin. Le glyphosate, par exemple. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que, le glyphosate, tout le monde connaît ça, le Roundup, mais saviez-vous qu'on n'a pratiquement pas d'études sur ce que ça peut faire chez les êtres humains? Parce que jusqu'à très récemment, on n'était même pas capable de mesurer, on n'avait pas de biomarqueurs d'exposition. Au laboratoire, c'est très difficile de mesurer les résidus urinaires, par exemple, qui est vraiment l'approche qu'on utilise, et ça fait juste 3-4 ans qu'on est capable de mesurer ça. Donc, qu'est-ce que ça peut causer, le glyphosate, sur la santé de la population? Actuellement, on sait très peu de choses là-dessus, puis c'est utilisé à la tonne, littéralement, le glyphosate. Donc, on n'apprend pas beaucoup. Il reste beaucoup à apprendre. Merci. On va aller du côté du droit maintenant. Geneviève Paul, vous plaidez pour que les gouvernements fédéral et provincial s'acquittent de leurs obligations en matière de droits humains, plus particulièrement pour faire respecter le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. En quoi l'utilisation des pesticides est un enjeu lié à nos droits? Quelles sont les obligations des gouvernements pour nous protéger là-dedans? En fait, c'est un enjeu qui est directement lié à nos droits humains, plusieurs droits. Mais je pourrais m'en tenir à parler du droit à une alimentation saine, puis du droit à un environnement sain que vous avez mentionné.
Encore aujourd'hui, trop souvent, beaucoup de gouvernements résistent au droit qu'on dit collectif, comme le droit à une alimentation saine. Ils vont dire que c'est des aspirations. Je l'ai beaucoup entendu, même aux Nations Unies, que c'est un souhait, un wishful thinking en anglais, et que c'est pas aussi un droit aussi dur que, par exemple, le droit de pas être torturé. Mais en fait, non, les États ont des obligations qui concernent aussi les droits qu'on appelle économiques, sociaux et culturels comme celui-là. Ça ne veut pas dire que l'obligation des gouvernements, c'est de mettre une assiette avec de la nourriture devant nous à chaque jour, 3 fois par jour. C'est pas ça que ça veut dire, le droit à une alimentation saine. Ça veut dire que les gouvernements, donc le Québec, le Canada, dans ce cas-ci, ont l'obligation de respecter certains critères pour qu'on ait de la nourriture de qualité en quantité suffisante. Et ça veut dire qu'elle doit être disponible, qu'elle doit être accessible, qu'elle doit être durable. Puis dans ces critères-là, quand on creuse une analyse fondée sur les droits, ben on voit bien évidemment que c'est lié à la qualité de l'eau, des sols, que c'est pas seulement une question de production, parce qu'on entend souvent, puis je l'ai beaucoup entendu aussi évidemment dans les discussions sur les pesticides au niveau international. Le lobby là aussi est ultra agressif. En fait, c'est un des plus agressifs. Là, je travaillais sur la question des entreprises multinationales et celles-là sont particulièrement agressives dans leur lobby pour la déréglementation. Tout ce qui touche, en fait, les tentatives de réglementer le secteur. Et on entendait souvent que ça avait permis d'augmenter la production alimentaire. C'est beaucoup quelque chose qu'on entendait, donc c'était vraiment présenté comme, mais là, c'est une solution, alors que experts, onusiens, après experts et autres, là, pas juste aux Nations Unies, mais ont bien montré à quel point ça a peut-être permis une certaine augmentation de la production, mais en fait, ça n'a pas éliminé la faim dans le monde, loin de là, encore aujourd'hui. Et ça a augmenté, évidemment, notre dépendance aux pesticides avec des conséquences dévastatrices aujourd'hui sur la biodiversité, comme Véronique l'a mentionné. Un point tel qu'on parle maintenant d'une menace globale pour nos écosystèmes. Et récemment, le rapporteur spécial des Nations Unies, c'est comme des experts indépendants là, qui sont nommés sur les déchets toxiques, parlent même d'état de toxification avancée, en lien directement notamment avec notre utilisation abusive et intensive des pesticides. Donc, disons qu'on est loin de respecter les critères qui feront en sorte que je pourrais venir vous dire aujourd'hui, ben oui, le gouvernement du Québec ou du Canada respecte notre droit à une alimentation saine. Puis un autre élément qui est intéressant, puis je pense qu'on n'en a pas parlé dans le balado, mais il y avait trop de choses à aborder, c'est l'aspect de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que ça aussi, ça a été reconnu dans l'interprétation du droit à une alimentation saine, c'est le droit pour les peuples, pour les gens de choisir, pour les communautés de choisir leur mode de production. Puis Véronique, c'est le fun, tu y faisais allusion. Donc justement, de choisir aussi la manière dont on veut produire notre nourriture et s'approvisionner. Puis il y a un aspect super important là-dedans de consultation. Je pense notamment aussi au droit au consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones. Il y en a beaucoup dans le monde qui sont mobilisés pour protéger justement des modes alternatifs, disons, de production, mais en tout cas qui s'inscrivent pas dans le cadre de monoculture ou de production industrielle. Donc ça aussi, c'est un élément, disons, que ça fait partie du droit à une alimentation saine. À côté, bon, il y a le droit à un environnement sain, respectueux de la biodiversité. Je vais pas m'étendre, si ce n'est que pour dire que, évidemment, ça tient en compte des générations futures, ce droit-là. On doit en tenir compte. Et là, on le voit bien avec les crises devant nous, qu'on en est loin. C'est un outil qui peut être intéressant pour les citoyens. Là, la communauté internationale, les Nations Unies, c'est récent, là, ça fait même pas un an, qui ont enfin reconnu que c'était un droit humain, le droit à un environnement sain, parce que c'est pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. Donc, on a un outil de plus. Au Québec, c'est protégé dans la Charte, pas au Canada, mais dans la Charte des droits et libertés au Québec, le droit à un environnement sain est protégé, mais en droit, c'est souvent ça, tout est dans les détails, les virgules, etc. Et on a malheureusement une virgule après qui dit « dans les limites », quelque chose comme, bon, j'ai pas les mots exacts, mais dans les limites prévues par la loi. Bon. Fait que ça fait en sorte que c'est très difficile encore aujourd'hui, même au Québec, même quand c'est protégé dans une charte, de rendre ce droit-là vivant, de le rendre justiciable, comme on dit en droit, c'est-à-dire, par exemple, de se tourner devant les tribunaux puis de dire, ben, j'ai ce droit-là, comme citoyen, comme citoyenne, et il n'est pas protégé, donc l'État, vous êtes responsable. Les obligations de l'État là-dedans, c'est d'être proactif, de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger. Puis là, on pourrait en parler toute la soirée, puis je pense que si vous vous intéressez un peu à cette question-là, vous le voyez, là, scandale après scandale, à quel point les gouvernements, encore la semaine passée, avec le gouvernement canadien, sont pas justement dans une
de protection. On est loin de respecter le principe de précaution, qui est aussi un principe super important en droit de l'environnement. Puis, j'entends parler justement du fait que on manque encore de données et le principe de précaution, par définition, nous recommande de nous abstenir justement quand il n'y a pas de certitude scientifique, pas d'aller de l'avant, puis après ça d'essayer de réparer quand ça peut être trop tard. Donc ça, c'est aussi quelque chose que le Centre québécois du droit de l'environnement met beaucoup de l'avant, c'est-à-dire le principe de précaution, mais aussi protéger la nature pour sa valeur intrinsèque, la protéger juridiquement, je veux dire. Puis là, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour moi, c'est clair que les gouvernements sont en violation claire de leurs obligations en droit, notamment en droit international, là, par rapport à la question des pesticides, puis qu'il y a beaucoup à faire, puis on peut en discuter, mais on a quand même beaucoup de recommandations très concrètes là, de choses qui pourraient être prises au niveau législatif, réglementaire, pour nous aider justement à mieux protéger la vie, la vie là, de nos sols, eaux, terres, etc. Merci beaucoup. C'est pas toujours encourageant. Hein? Vous faites du bon travail. Des solutions. J'ai maintenant une question qui va être posée à vous trois, qui êtes des femmes en sciences. Les femmes doivent-elles encore se battre pour avoir leur place, leur voix, leur reconnaissance? Vous avez le micro, je vais commencer par vous, Véronique. Véronique Bouchard, commencez par. Ben oui, moi je viens du milieu, enfin je viens pas du milieu agricole, là. Mes parents étaient fonctionnaires, donc je suis arrivée dans le milieu agricole avec une prise de conscience de ce milieu-là et c'est ça, de la place des femmes qui est très difficile. Dans le milieu agricole, encore 38% du travail des femmes est non rémunéré. Souvent, les femmes sont pas propriétaires de leurs entreprises. Puis moi, j'ai souvent été témoin là, de propos très sexistes en agriculture. Juste dans le langage, quand les agriculteurs parlent entre eux, souvent ils parlent des gars de porc, les gars de lait, les gars de sirop, comme s'il n'y avait pas de femmes dans ces productions-là. Fait que c'est un milieu où il y a énormément là, de chemin à faire pour prendre notre place. Fait que oui, c'est pas le milieu le plus facile pour les femmes, l'agriculture. Geneviève Paul, avez-vous le même sentiment? Oui, clairement. Puis j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de femmes leaders dans différentes communautés sur différents continents qui mènent des actions extraordinaires, importantes, souvent tournées vers l'agroécologie. C'est souvent des femmes, en fait, qui vont alerter en premier quand, par exemple, un méga projet ou une plantation industrielle vient s'implanter près de leur communauté puis que ça peut menacer les sources d'eau, etc. C'est souvent des femmes qui plaident justement pour l'application d'un principe de précaution, qui disent « stop, on est mieux d'attendre, on ne sait pas les impacts que ça va avoir, y compris sur nos enfants ». Beaucoup de leaders dans les communautés autochtones, ce sont des femmes aussi qui remettent de l'avant la cosmovision, ou bon, selon les différents peuples, et qui font des liens entre les enjeux, et qui vont être capables de dire justement, là, vous le voyez peut-être pas dans la manière dont votre étude d'impact elle a été faite, mais ça va affecter cette rivière-là ou ça va affecter ce cours-là. Et ça me faisait penser justement à Rachel Carson parce qu'elle en fait beaucoup de liens dans son livre. Et c'était aussi, évidemment, une avant-gardiste, une lanceuse d'alerte. Et encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont la cible d'attaques, pas juste des femmes, mais il y a des centaines, en fait, des organismes en droits humains qui travaillent là-dedans documentent au moins 600 attaques par année de ce qu'on appelle des défenseurs des droits liés à la terre. Et souvent, c'est dans un contexte justement de plantation industrielle, pesticides, pas que, mais beaucoup. Et là-dedans, il y en a 200 qui se font assassiner par année. Dont des gens qui défendent un droit à un environnement sain, puis il y a beaucoup de femmes, là, évidemment, qui sont victimes de ces attaques-là. Puis, en plus, je vous dirais qu'il y a un narratif particulier qui vise souvent les femmes parce que souvent, elles vont questionner les structures de pouvoir
en place. Puis j'exclus pas le droit, parce que pour moi, c'est une structure aussi de pouvoir. Là. Le droit est influencé par la société, mais aussi par ceux qui votent les lois. Et donc, il y a encore beaucoup d'enjeux au niveau du patriarcat. Puis ça, c'est quelque chose à déconstruire, mais c'est souvent les femmes, en fait, qui vont aller questionner ces structures de pouvoir-là. Et donc, le narratif contre elles est très fort. Elles sont souvent, il y a des études assez intéressantes qui montrent comment elles sont présentées comme étant hystériques ou désespérées ou seulement victimes. Et donc, ça vient simplifier de manière outrancière la complexité de leur lutte, en fait. Les luttes qu'elles mènent là, sur le terrain, mais aussi le danger dans lequel elles se retrouvent, là, parce que souvent, c'est quand même des femmes qui vivent en région rurale, donc éloignées des centres d'attention. Puis là, je parle dans des pays où c'est encore plus difficile. Ça n'empêche pas qu'on peut être l'objet d'attaques ici aussi, puis il y a de la polarisation, là. Mais je parle aussi dans des pays là, où il y a vraiment des enjeux encore plus graves au niveau de la corruption puis de l'indépendance judiciaire, etc. Donc oui, on a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a des femmes extraordinaires partout qui sont mobilisées, puis on gagne à les découvrir. Heureusement. Maryse Bouchard, dans le domaine de la santé, on aurait l'impression que c'est moins problématique, le rôle des femmes. Comment... Donc moi, c'est sûr, j'ai une perspective différente, complémentaire aux vôtres, mesdames. J'ai une perspective très académique. Et je vous dirais que dans le domaine de la santé, il y a quand même une forte présence féminine. Les femmes sont très attirées par la santé. Donc, dans beaucoup de mes réunions de recherche, on est presque juste des femmes alentour de la table. Je dirais que ça simplifie les choses, côté tour de parole, parce qu'on voit la différence quand il y a des hommes dans la salle. La parole n'est pas répartie au prorata des têtes de pique dans ces cas-là. Donc, je dois dire aussi que tout vient des modèles qu'on a reçus. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'être dirigée lors de mes études par des femmes extraordinaires qui étaient vraiment, elles, des pionnières. Je pense que pour elles, ça avait été très difficile. Mais moi, j'ai fait mon doctorat, par exemple, avec Donna Mungler, qui est une pionnière en santé environnementale, qui est une des personnes qui a, par exemple, mis en évidence la neurotoxicité du mercure dans la forêt amazonienne pour retourner en Amérique du Sud. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir des modèles forts qui m'ont permis de croire que j'étais capable, que j'étais à ma place. Mais je pense que j'ai des collègues scientifiques plus dans le domaine des sciences naturelles pour qui c'est beaucoup plus difficile. Elles sont dans un environnement où il y a beaucoup moins de femmes, moins de modèles. Donc, c'est ça, je crois que c'est important d'avoir des modèles. Puis, je suis contente dans mon labo, j'ai autant de filles que de gars à peu près. Puis, je suis contente d'être un modèle pour tout le monde. Merci. Je vais poser une autre question maintenant à vous, Geneviève Paul. On ne parle pas assez du droit comme outil pour les citoyens préoccupés par la santé environnementale et par l'utilisation intensive des pesticides. Y a-t-il des progrès de ce côté-là? Oui, il y a des progrès. J'ai hésité à répondre parce qu'on est très critique, évidemment, de l'état du droit, notamment, le CQD travaille surtout en droit de l'environnement, puis on voit évidemment tout ce qui a changé là, pour qu'on ait un droit qui respecte vraiment la valeur intrinsèque là, de la nature, comme je le disais, mais il y a quand même, ça bouge beaucoup. Je pense qu'on voit de plus en plus de citoyens, en tout cas nous au CQD, on le voit, là, on reçoit des centaines de demandes à chaque année, on a ce qu'on appelle une ligne verte, là, où les citoyens peuvent se mobiliser, puis entre autres, justement, dans leur municipalité, qui ont envie de faire quelque chose face à la question des pesticides, puis on le voit que il y en a beaucoup qui tentent d'agir en amont. Quand je dis en amont, c'est d'essayer d'utiliser le droit justement comme outil de changement pour faire changer des règlements ou des lois. C'est sûr que le palier municipal, c'est celui qui est le plus près des citoyens, donc c'est un petit peu celui qui est le plus naturel. Puis on encourage évidemment tout le monde à s'en saisir. Il y a de plus en plus de municipalités qui réglementent, qui utilisent leur pouvoir de réglementation par rapport aux pesticides. Vous le savez, il y en a, je pense, 150 au moins au Québec. Il y a Laval qui a interdit le glyphosate. Bon, Montréal, il y a la possibilité, disons, d'utiliser certains leviers. Évidemment, ça peut se faire aussi au niveau provincial et fédéral, puis on encourage beaucoup les citoyens à justement se saisir de toutes les opportunités de consultation. Après ça, on pourra y revenir parce que justement, on le voit encore avec les scandales là, avec Santé Canada et autres, à quel point, même quand on essaie de faire entendre notre voix et même quand on est des milliers,
c'est difficile, puis il y a un vrai problème d'indépendance et de séparation là, entre ceux qui prennent les décisions pour les politiques publiques et réglementaires, donc les gouvernements et le lobby, surtout dans ce domaine-là. Donc là aussi, il y a des recommandations très concrètes qu'on pourrait adopter en droit là, pour essayer mais qu'il y ait une certaine distance, j'avais envie de dire accroître, mais dans le fond, tellement pour qu'il y ait une distance là, entre justement qu'on ait confiance en nos institutions publiques, en fait, c'est super important dans un état de droit. Mais il y a des possibilités à ce niveau-là. Puis on voit aussi par ailleurs que quand justement nos gouvernements ne font pas leur travail de nous protéger de manière adéquate, là, les citoyens essaient d'autres leviers. Donc là, on se tourne plus vers le judiciaire, vers les tribunaux. Puis vous aurez peut-être suivi parce que ça a beaucoup bougé à ce niveau-là, évidemment, dans les dernières années, notamment aux États-Unis, avec les méga procès qui ont mené certains, entre autres, travailleurs agricoles qui attribuaient leur cancer à l'utilisation de pesticides, notamment du glyphosate. Là, il y a eu des développements récents qui ouvrent la porte là, à des dizaines et des dizaines de poursuites. C'est super important, ces démarches-là. C'est très difficile sur le plan, évidemment, humain là, pour les personnes qui mènent ces combats-là. C'est ardu, c'est jamais gagné d'avance, ça va toujours jusqu'en Cour suprême. Vraiment, c'est des longues batailles. Mais on l'a vu, certaines de ces démarches-là ont entre autres permis de révéler encore plus de scandales là, avec les Monsanto Papers. Et ça, c'est entre autres grâce à cette démarche judiciaire-là qu'on a eu accès à cette information-là. Fait que ça va nous aider à agir de l'autre côté, en amont, pour dire, là, il y a vraiment un problème, là, il y a plusieurs réformes là, à faire. On voit que ça bouge un petit peu aussi au niveau du Canada. Il y a certaines actions collectives en cours. Donc oui, le droit, ça peut être... je ferais pas ce travail-là si j'y croyais pas, là, mais ça peut être un outil de changement puissant. Puis il faut s'en saisir parce que on a un de nos administrateurs, un ancien administrateur au CQDA qui disait, et je suis pas mal d'accord avec lui, que le droit n'est pas neutre. Souvent, on pense un petit peu, ou des fois, le droit a cette façade-là ou cette prétention-là d'être neutre. Mais en fait, moi, je pense pas. Bon, j'ai étudié en politique aussi, mais le droit et la politique, c'est super lié. Ceux qui écrivent nos lois, c'est ceux pour qui on vote, c'est ceux qui sont élus, c'est ceux qui sont au Parlement. Donc, le droit évolue avec la société aussi, avec les valeurs sociétales. Là, de plus en plus, la protection de la biodiversité est reconnue, même par les juges, dans certaines décisions, comme étant une valeur sociétale importante. Il faut qu'on continue à pousser pour que ça s'inscrive, mais aussi pour que nous aussi, on puisse influencer le droit pour qu'il représente véritablement ce qu'on veut comme société. Et donc, que ça soit pas seulement, évidemment, les lobbies qui contribuent à les écrire. Merci. Je pense qu'on a le temps pour encore 2 questions. Tout à l'heure, vous allez avoir aussi une période de questions, si vous voulez. Véronique Bouchard, nous sommes présentement en période électorale. Y a-t-il quelque chose à faire pour que la filière biologique soit plus soutenue? Allez-vous essayer? Oui, ça fait plusieurs années là, qu'on milite pour qu'il y ait une refonte des subventions en agriculture. Là, pour l'instant, on subventionne encore très largement. La majeure partie du budget du MAPAC va à financer l'industrie porcine, qui est une industrie qui est pour produire des porcs qu'on exporte. Et ces porcs-là sont nourris avec majoritairement des cultures OGM, pesticides. Ça pollue nos rivières. Et puis, c'est pas une alimentation en plus qui nous nourrit. On est déjà passé là, quand même une certaine autonomie alimentaire là, dans les années 80 qui a fondu, puis on s'est tourné vers des marchés d'exportation et on importe aussi de plus en plus de nourriture. Donc, c'est certain qu'il faudrait... Les producteurs vont orienter leur production en fonction des programmes de subvention. Donc, c'est certain que si on subventionne le porc, les gens vont s'orienter vers le porc. Puis s'il y a d'autres productions qui sont pas subventionnées, mais les gens vont moins, les producteurs vont moins investir dans ces productions-là. Puis moi, ce que je prône comme type d'agriculture, c'est pas nécessairement une production ou une autre, c'est un type d'agriculture qui est à plus petite échelle, qui est une agriculture qui serait résiliente dans nos communautés. Puis pour soutenir ça, ça prend pas des... Souvent, les gouvernements aiment subventionner des gros projets, comme là, en ce moment, on s'en va vers des investissements majeurs en serre. C'est extrêmement énergivore. Si on convertit tout notre parc automobile à la voiture électrique, puis qu'on se met à vouloir manger des tomates puis des concombres
à l'année avec des serres chauffées à l'hydroélectricité, on va manquer d'hydroélectricité. Il y a quelque chose de pas durable dans cette approche-là. Malheureusement, l'approche qui serait à prôner, elle est complexe. Donc, c'est plein de petites productions. Puis, ce serait de faire confiance aux agriculteurs aussi dans leur pouvoir de designer une production adaptée à leur terroir et aux besoins de leur communauté, avec une agriculture plus de proximité. Puis moi, j'aime bien dire que l'agriculture de proximité, c'est pas juste des kilomètres alimentaires, c'est aussi dans la proximité entre mangeurs et agriculteurs, de reconstruire aussi une économie où la relation humaine est au cœur de l'économie. On a une économie qui est complètement déshumanisée. Donc, c'est sûr que d'encourager les circuits courts, l'agriculture de proximité, c'est certain qu'il y aurait beaucoup à faire là, à ce niveau-là pour réorienter les sommes des gouvernements, décentraliser aussi les programmes au lieu de miser sur une ou deux productions qui accaparent la majeure partie là, du budget du ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup. Le temps passe déjà tellement vite. J'aurais une dernière question pour vous, Maryse Bouchard. Vous avez parlé de l'impact des pesticides sur la santé humaine. Mais est-ce que les malades sont indemnisés? Est-ce que ces maladies-là sont reconnues au Québec? Donc, tantôt, quand j'ai parlé des effets sur la santé, je parlais comme pour la population générale. J'ai pas parlé des agriculteurs qui sont vraiment aux premières loges. C'est les personnes les plus à risque d'être surexposées aux pesticides. Donc, et j'ai pas parlé du cancer non plus quand je nommais les effets. C'était difficile de faire le tour, mais les agriculteurs, le cancer, ça c'est parmi les effets qui sont assez bien documentés pour pouvoir commencer à être indemnisés. Donc, on a vu cette année, effectivement, un travailleur être indemnisé pour son lymphome non-Hodgkinien ici au Québec. Mais c'est une anecdote. À ce moment-ci, c'est un cas, mais évidemment un précédent qui va faire jurisprudence, j'imagine, qui va donc faciliter les recours pour les prochaines personnes qui viendront. Puis d'ailleurs, j'ai lu la décision et c'était hallucinant de voir la quantité de pesticides que ce travailleur-là avait manipulés. Alors, je pense que le juge a été convaincu. Une quinzaine d'épandages arrêté pendant plusieurs années. Puis un épandage, c'est pas un après-midi, hein, c'est 2-3 jours un épandage. Donc, beaucoup de manipulation de pesticides. Un autre effet santé aussi qui va apparemment bientôt être indemnisé davantage, c'est la maladie de Parkinson. Donc, on sait qu'il y a un lien établi entre l'utilisation professionnelle de pesticides et la maladie de Parkinson. C'est d'ailleurs une maladie dont le lien entre ces facteurs de risque et cette maladie est reconnu en France depuis plusieurs années. Dès que quelqu'un reçoit le diagnostic et qu'il peut démontrer qu'il a manipulé des pesticides dans le cadre de son travail pendant quelques années, on reconnaît qu'il y a une présomption que c'est dû au travail et alors il y a indemnisation. Puis après beaucoup de pression de beaucoup de personnes, le gouvernement de la CAQ aussi, dans sa refonte sur la loi sur les maladies professionnelles, a inclus la maladie de Parkinson aussi dans la liste des maladies où il y a une présomption professionnelle. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes légaux, mais donc les travailleurs vont pouvoir être indemnisés quand ils ont la maladie de Parkinson. Mais il y a tant d'autres effets de ces pesticides-là qui ne sont pas indemnisés. Alors c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. Mais quand même, c'est par là que les changements viennent. Je crois fermement que le droit a vraiment un grand rôle à jouer, là, puis l'indemnisation des personnes malades aussi. C'est bien la moindre des choses qu'on peut faire quand on parle de maladies aussi graves que le cancer et la maladie de Parkinson, de donner une indemnisation. Donc, ça s'en vient. Il y a des changements qui se passent en ce moment là-dessus. Merci, merci. Quel bonheur d'avoir eu ces échanges ce soir. C'était tellement intéressant pour les trois. Je vais laisser le mot de la fin à Indy Chouard.
Et ensuite, on va avoir une période de questions. Si vous avez des questions, vous allez vous rendre au micro à l'arrière. Il y a Thibault qui va se promener avec le petit micro, mais je laisse avant le mot de la fin à Émilie Chouard. Et merci Rachel, merci Maryse, merci Geneviève, merci Véronique, c'était vraiment super intéressant. Même après avoir fait le balado, moi je vois leurs paroles et je trouve que c'est vraiment un bon match d'avoir mis ces trois femmes-là sur place. Elles ont chacune leur expertise, donc peut-être que ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourrez écouter aussi dans le balado. Je vais faire un mot de la fin quand même assez rapide, juste pour simplement redire que les pesticides, on en parle dans les médias. Souvent, il y a souvent des scandales qui sortent. Vigilance OGM, on couvre ça souvent. Je pense notamment à l'affaire Louis Robert en 2019, un agronome qui avait été congédié parce qu'il avait lancé l'alerte, il avait critiqué finalement l'ingérence du gouvernement. Je pense à la limite maximale de résidus de pesticides. L'été passé, le gouvernement voulait augmenter ces limites-là de résidus de pesticides. Pas besoin de donner plus d'explications, l'argumentaire était juste avant. Pour vous préciser, à Vigilance OGM, on a un manifeste qui est disponible sur notre site internet. On a 15 revendications au provincial, au fédéral et au municipal. Vous pouvez aller lire les revendications, c'est un peu comme notre ligne directrice. C'est ça qu'on demande au gouvernement. On l'a dit aussi pendant le panel, on veut plus d'études transparentes. On veut que le gouvernement se base sur des études qui sont indépendantes et surtout des études qui peuvent être vérifiées par les pairs pour que ça puisse être basé sur la science. On veut aussi que la proposition de loi pour séparer finalement les agronomes et avoir des agronomes indépendants qui prescrivent des recommandations agronomiques, parce que pour le moment, c'est des agronomes qui sont pas indépendants qui peuvent le faire, donc des agronomes qui travaillent notamment pour les compagnies d'industrie des pesticides et des OGM. C'est une de nos revendications. On pousse aussi pour qu'il y ait plus de maladies qui soient reconnues comme des maladies professionnelles en plus du Parkinson. Donc c'est ça. Si ça vous tente de faire quelque chose, vous pouvez suivre ce qu'on fait. On a souvent, en fait, c'est quand même une chance d'être un organisme qui arrive à mobiliser autant de personnes. On a eu une action à l'école des autocollants dans les épiceries. Il y a eu 160 citoyens qui nous ont écrit pour recevoir des autocollants. Aller les coller dans leur épicerie, c'était au moins pour la limite maximale de résidus de pesticides, pour informer les gens que ça s'en venait. Il y a eu plus de 30 villes, c'est ça, des 160 citoyens répartis dans 30 villes qui ont couvert ça. C'est le genre d'initiative qu'on fait. On vous incite à participer aux consultations quand on en a. Alors c'est ça, c'est un travail qu'on fait, puis on le fait et on a du poids parce qu'il y a des gens en arrière, parce qu'on travaille avec des gens qui sont experts dans leur domaine. Donc c'est ça pour ce qu'on fait. Puis aussi, j'aimerais remercier pour le balado un paquet de gens qui ont contribué à la réussite de ce balado-là. Je dis la réussite, vous me direz ce que vous en pensez après écoute. Je vais juste regarder ma fiche, je ne vais pas oublier personne. Je vais nommer toutes les femmes qui ont été invitées à participer au balado. Donc dans l'ordre des épisodes, on va voir ma mémoire. Louise Van Lac, Geneviève Labrie, Louise Desnoëtier, Lise Parent qui est avec nous ce soir. Lise Parent. Véronique Bouchard, Maryse Bouchard, Geneviève Paul, Stéphanie Yetz. On a aussi Claire Bolduc, on a Catherine Croisumi-Lambert. Je pense que c'est ça, un dernier épisode bilan qui sortira au mois de décembre. Dans le fond, là, actuellement, vous allez avoir 5 épisodes accessibles, notamment avec Véronique juste ici. Et les 5 femmes suivantes ainsi que l'épisode bilan sera disponible au mois de décembre. Mais ça fait, c'est environ 40 minutes chaque épisode, donc ça vous laisse le temps de l'écouter jusqu'à la sortie des suivants. Et je remercie aussi toutes les personnes en coulisses. Et alors là, ils vont peut-être être surpris, mais je vais les inviter à peut-être venir devant au moins pour saluer et qu'on leur dise merci. Gabrielle,
sur la gauche, là-bas au fond, Gabriel, de Pivot. Tu peux peut-être venir avec nous, puis après, vous pourrez retourner vous asseoir pour la période de questions. Donc, en fait, ce balado-là a été co-produit par Pivot Média. Alors, Gabriel va assurer la supervision de ce balado-là, l'expertise aussi au niveau du balado. On a Léa Villalba, la journaliste qui nous a accompagnés durant les entrevues. Elle nous a aidés à monter les entrevues. C'est une journaliste indépendante, c'est avoir un point de vue objectif, parce que c'est ça qu'on demande. On demande de l'objectivité, de la transparence. Donc Léa nous a aidés avec ça. On a Thibaut Rennes de Vigilance OGM, le cofondateur, et c'est ça. Merci Thibaut parce que tu as beaucoup contribué au projet. On a Laure Nabilo. Laure, dans le fond, c'est ma collègue que je remplace, qui a eu un bébé. Léna. Donc Laure, elle nous a beaucoup aidé, notamment pour le site internet. Pauline Steve, est-ce que c'est toi que je vois là-bas? Allô Pauline. Alors Pauline, c'est l'illustratrice du balado. Donc vous voyez la belle image juste ici. C'est Pauline qui les a fait. Puis on a de la chance parce qu'elle a même réalisé les illustrations pour chacune des femmes. Donc chaque femme a son portrait de réaliser. C'est vraiment un super travail. Pauline, tu peux pas nous rejoindre. Je vais pas t'obliger, mais merci beaucoup Pauline. Puis c'est ça, pandémie oblige, on est un peu répartis au Québec, donc on s'était jamais rencontrés en vrai. C'est ça, on a aussi le mixage qui a été réalisé par Jean-Philippe Villemur. On a Daniel Cardin qui a réalisé la conception musicale, donc une musique sur mesure. Mélissa Morin-Dupuis, je pense qu'il y en a sûrement beaucoup qui la connaissent. Elle prête sa voix à la lecture d'extraits du livre. Donc vous aurez la chance d'écouter. Pas de panique si vous n'avez pas encore écouté un épisode, ça vient de sortir. Et aussi, on a eu une aide pro bono de Bleu Forêt, coop de communication responsable. Dans le fond, Geneviève Rajot-Soriol qui nous a beaucoup aidé là pour les relations de presse. Voilà, et qui ont fait notamment le graphisme de ce beau roll-up. Et aussi la vidéo, peut-être qu'il y en a qui ont vu aujourd'hui la vidéo de lancement, c'est une vidéo motion design qui a été aussi réalisée de manière pro bono par Dorothée Franquier, qui est une bénévole de Vigilance OGM depuis plusieurs années, qui nous a donné de son temps. Donc c'est vraiment très beau ce qu'elle a fait. Je vous inviterai à aller voir ça si jamais vous l'avez pas encore vu. Il y a comme plein de gens. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, merci à vous et diffusez le balado, c'est important. J'ai dit où était disponible le balado. Il est aussi sur le site de Pivot Média. Il est aussi sur le site de Vigilance OGM. Sur toutes vos plateformes d'écoute, c'est disponible. Aussi, Farid qui est là-bas, qui nous a rejoint de la librairie Le Bord de Tête. Il a avec lui une belle sélection de livres thématiques. Alors, n'hésitez pas à aller le saluer. Il y a aussi des exemplaires de Printemps silencieux de Rachel Carson. Il y a aussi des beaux marque-pages du balado. Merci à Farid d'être ici. Puis aussi, merci à Mathieu, le son là-bas, et à Justine qui travaille, c'est ça, Espace pour la vie du Biodôme. C'est vraiment une belle salle finalement, là où on est. Et aussi, on fera tantôt après les questions le tirage. Voilà, c'est ça. On a juste, vous allez voir les belles éditions du livre de Printemps silencieux, Wild Project. C'est une maison d'édition en France. Ils nous ont fait un partenariat, ils nous ont offert quelques exemplaires du livre. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un beau tirage illustré. Finalement, j'ai beaucoup parlé, mais je vais laisser. Merci en fait. Si vous voulez applaudir, ils sont venus. Et on peut applaudir nos panélistes aussi. Hein? Du coup, moi j'ai le micro pour vous donner la parole, mais en fait, il y a quelqu'un qu'on n'a pas remercié, qui est quand même central dans ce balado, c'est Émilie. Merci. Bravo Émilie, ça fait tout ce balado. Et c'est ça, on a été embauchés juste au mois de mars, et elle ne le savait pas, mais quand elle est arrivée, on s'en allait. Moi, je suis parti 2 mois, Laure était en congé, donc on l'a laissé avec ce gros projet. Et j'aimais lui dire qu'on était juste avec le plus gros projet de Vigilance OGM. Et là, quand je vois ce soir la qualité du panel et surtout la qualité des balados, bravo Émilie, ça a été très fort. Donc, si vous avez une question pour les panélistes, levez la main, je vous apporte le micro. Ouvrir le bal. Non? Peut-être? Je vais.
Oui. C'est peut-être une question un peu technique, mais justement, là, il y a quelqu'un de santé publique et du droit. Donc, je m'essaye. Moi aussi, je travaille en santé publique, en fait, à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Mais je m'y connais pas tant que ça dans les lois et tout, mais là, je sais que dans la loi sur la santé du Québec, il y a une loi que vous connaissez sûrement sur, justement, on doit protéger l'environnement. Et si ça va... Est-ce que c'est de cette loi-là que vous parlez? Puis, dans le fond, je me dis, on a cet outil-là, comment on s'en sert pas? Je comprends pas. C'est une excellente question. En fait, tant la santé des humains que la protection de l'environnement se retrouve dans plusieurs lois, en fait. Nous, une de celles qu'on utilise le plus au CQDS, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. Quand on regarde cette loi-là, il y a plein de choses qui peuvent résonner avec ce que les autres femmes avec moi disaient, par exemple, sur l'importance de protéger la biodiversité, mais aussi, par exemple, la capacité de support des écosystèmes. Donc, tu sais, ça nous renvoie un petit peu à, quand on aborde un milieu, c'est quoi vraiment la capacité de support de cet écosystème-là avant que ça pète, là, ou avant que ça soit trop dégradé. Il y a le principe de précaution qui est dans la loi, par exemple, qui justement nous demande d'aller prudemment. Je ne veux pas être déprimante avec ma réponse, mais c'est ça. Dans plusieurs outils juridiques, c'est très clair, en fait, que l'intention du législateur, donc l'intention des parlementaires quand ils ont adopté les lois, l'objectif de la loi, c'était quand même de protéger l'environnement. Le problème, c'est toujours en droit, dans la mise... toujours. Il y a des lois qui sont mauvaises, mais il y a aussi la mise en œuvre. Tout le temps. C'est tout le temps le problème de mise en œuvre et de manque de volonté politique pour vraiment appliquer ce dont on se dote, là, les lois avec les objectifs avec lesquels on les adopte. Une des choses, par exemple, qu'on trouve, nous, qui est insuffisamment protégée, c'est la question des impacts cumulatifs. Je pense que c'est pertinent aussi pour cette discussion-là, justement. Bon, déjà, ils sont pas assez mesurés, mais on se retrouve dans une situation où on analyse les choses, mais de manière morcelée. Donc, sans regarder, justement, les impacts cumulatifs que ça peut avoir. Il y a eu une réforme récemment, on a poussé fort. D'ailleurs, il y a des centaines de citoyens aussi, nous, qui se sont mobilisés en l'espace d'une fin de semaine sur un règlement assez technique, mais pour justement dire au gouvernement, non, mais c'est important pour nous, les impacts cumulatifs aussi, là. Faites quelque chose. Ça n'a pas été inclus, par exemple, dans la dernière version d'un règlement assez important en droit de l'environnement. Donc, c'est pas qu'on n'essaye pas de s'en servir nécessairement, mais des fois, on n'a pas la poigne juridique pour le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une loi, mais le levier après pour aller justement dire cette loi-là n'est pas respectée n'existe pas ou est difficile. C'est pour ça que chaque loi nous offre pas une possibilité d'aller faire un procès, là, par exemple. Quand je vous disais justement que le droit à un environnement sain au Québec est limité dans sa portée, nous, on plaide justement pour que ça change, là, mais ça fait en sorte que c'est difficile après d'aller devant un juge ou une juge, c'est pour dire il n'est pas respecté. Mais il y a de plus en plus de tentatives, puis il faut continuer à le faire pour que ça évolue. Puis aussi, il y a en amont plus, donc dans les consultations publiques, entre autres, puis participer à fond, parce que ça fait quand même une différence, là. Justement, par exemple, dans ce cas-ci, Santé Canada a quand même dû reculer, parfois, tellement que c'était gros, là, ce qui se passait ou aberrant, puis ils voient bien, OK, non, ça passe pas, en fait. Là, ça, la population, ça fonctionne pas. Puis un des outils, c'est de toujours le ramener, justement, en fait, de connaître nos lois. Pour pouvoir dire justement, non, mais ça c'est dans notre loi puis c'est pas respecté. Si ça vous intéresse, on a l'administrateur en question dont je parlais tout à l'heure, qui est maintenant un prof à la retraite, mais il a écrit le guide citoyen du droit québécois de l'environnement. C'est publié par Éco-Société. Donc, si ça vous intéresse, aussi, c'est un outil, justement, qui vraiment là, aide le citoyen à dire comment est-ce que je peux utiliser mes lois, y compris celles qui sont censées vraiment protéger notre santé. J'espère que ça répond un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question sur au niveau des OGM, parce que moi, je ne connais pas grand-chose, mais je m'intéresse pas mal au sujet d'adaptation au changement climatique. Et je vois que là, depuis 60 ans, on se bat pour l'interdiction des OGM. Et j'ai cru entendre, du coup, voir autour de moi qu'il y a pas mal de personnes qui s'interrogent à leur utilisation, justement, pour une question de résilience aux températures ou à l'humidité des sols qui va être complètement bouleversée.
Et je voulais savoir ce que vous en pensiez à ce niveau-là. Sans forcément parler d'OGM qui résistent aux insecticides, mais plutôt d'OGM qui résistent aux intempéries climatiques qui risquent de nous arriver. Ben, en fait, tu sais, souvent, les lobbies des OGM vont parler du potentiel du génie génétique pour offrir des améliorations génétiques, mais une des problématiques, entre autres, avec ce type d'amélioration génétique-là, c'est une amélioration génétique ultra rapide. On prend un gène puis on l'insère, plutôt que d'y aller avec de la sélection génétique faite dans un environnement donné. La sélection génétique, ça fait depuis 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture. C'était les gens qui pratiquaient l'agriculture qui sélectionnaient par l'observation des plantes qui se croisaient entre elles dans un environnement donné. Là, on prend une variété génétique, puis on la cultive partout à travers le monde. Donc, on n'a pas des variétés adaptées à notre environnement parce que la sélection génétique se fait de façon maintenant découplée de l'environnement. Donc, oui, les Bill Gates de ce monde nous font miroiter des avancées technologiques pour faire face au changement climatique, mais beaucoup de gens militants en environnement, et notamment au mouvement écoféministe, on prône plutôt une résilience basée sur la réappropriation de nos savoirs, de nos terroirs et aussi une approche qui est reconstruire nos écosystèmes, parce qu'un écosystème diversifié est un écosystème qui est résilient, un sol en santé est un sol qui va être plus résilient. Donc, si on a des OGM qui sont développés seulement pour la productivité, pour résister c'est ça le problème avec les OGM, on sélectionne une seule caractéristique, alors que dans une sélection génétique qui est faite, une sélection par observation dans un environnement, on sélectionne plusieurs facteurs en même temps, le goût, la résistance aux maladies, puis c'est plutôt vers cette forme-là d'amélioration génétique qu'il faut revenir, puis c'est pas nécessairement de revenir en arrière. Là. Il y a des chercheurs, notamment Agriculture Canada, il y en a qui travaillent sur les OGM, mais il y en a quelques excentriques qui travaillent sur l'amélioration génétique qui est plus basée sur cette approche-là d'amélioration globale. Et moi, je crois beaucoup plus au travail de ces chercheurs-là que de ceux qui travaillent sur les OGM, qui nous maintiennent dans le paradigme technologique qui fait qu'on continue à détruire l'environnement en pensant qu'une technologie va nous sauver, alors ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt travailler en harmonie avec cet environnement-là. Tu voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'à Véronique, s'il y a une job à vigilance qui s'ouvre, c'est une très bonne parole. Et si quelqu'un aurait une autre question? On a le temps encore un peu. Hein? Non? Émilie, tu veux faire le mot de la fin? Ah non, Pas de pression. Mais, non, mais je veux juste peut-être dire quelque chose. Moi, avec Laure, il y a à peu près 1 an, on avait dans l'idée de faire ce balado. Enfin, je sais pas, il y a au moins 9 mois, là, pratiquement, peu même. Et en tout cas, déjà de vous écouter, parce que je vous ai écouté, en fait, pas toutes, hein, juste Véronique, les 5 premiers jeunes. Mais c'est fou à quel point, des fois, il y a des idées qui arrivent à se réaliser. En tout cas, c'est vraiment, parce que moi, je suis peut-être un peu vendu, là, j'aime beaucoup la balado, autant visuellement que de façon auditive, mais bravo pour tout le travail, voilà, tout ce que vous donnez dans ce balado. Je pense que si quelqu'un parle d'un niveau de compréhension sur les pesticides faible, moyenne, va vraiment arriver à un niveau assez élevé, parce qu'on balait tous les aspects, et parce que bravo pour vos témoignages, mais aussi bravo surtout, je vais continuer, Émilie, là, je déconne, mais je me sens pas dans un collègue qui peut avoir assez été en vacances. Publiquement, très beau. Mais je ne sais pas si c'était le bon mot de la fin, là, je ne l'avais pas prévu, mais... c'était un beau mot de la fin. Mais c'est une belle équipe à Vigilance OGM. C'est ça, Soutenez-les. Voilà, soutenez-nous. Et on est disponible sur les réseaux sociaux. Allez voir le site internet qui est très bien fait. On a une très bonne chargée de com. Puis c'est ça. Mais écoutez, je sais pas, peut-être. Le tirage. Comment? Ah oui, le tirage, Thibaut. Ah, le tirage, j'ai une casquette qui se trouve par là. On va faire tirer l'or. Tire. Tu dis trop. Alors c'est le 274. Celle ou celui qui, à la fin, a le 274, a la chance de gagner un livre, avant que ce soit les deux personnes qui soient parties.
274. Hey, bravo. En plus, Yves est un des membres de vigilance depuis le début. Ah, Donc super. Yves, tu as gagné le numéro spécial 60 ans de Rachel dans cette journée historique. Quand je lis fini de Rachel Carson. Ouais. J'ai mis 77 ans. Ouais. Tintin silencieux, une étincelle qui m'a mené sur le chemin de réflexion, mais j'ai fait malheureusement une carrière scientifique et technique. Que je regrette beaucoup, je suis devenu technophobe. Alors voilà, mais ce que je voulais surtout dire, ma femme me dirait, vous auriez faire partie de Mère au front. J'en fais partie. Yes. Elle est militante, avec Laure Marinel pour la région des cantons d'aide, de ce mouvement-là, qui, moi, il y a 5 ans, avant que j'apprenne mes problèmes neuronaux qui vont m'écraser bientôt, j'avais pensé à un essai qui viendrait changer le terme de anthropocène. Anthropocène, ça désigne en fait l'humain, l'ère de l'humain. Et les réflexions m'ont fait penser que ce n'est pas l'humain, c'est l'homme qui est derrière cette catastrophe. Alors, je pensais écrire un essai, qui serait Métercène. Métercène, c'est la mer. Il y a toujours ce souci de bienveillance, de protection. Vous l'avez démontré d'ailleurs. Alors, c'est tout ça. Métercène. Alors, vous pourrez quand même conclure. Ça D'une vaut part, la peine. quand Pantagruel écrit à son fils, Gargantua écrit à son fils, Pantagruel, il a dit ces mots: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rappelez-vous, rappelez-vous. Je peux terminer une autre citation qui vient de Calderon de la Barre, 17e siècle aussi, en espagnol, dans une pièce de théâtre éponyme, c'est Nos ciels, l'opéra des ciels. C'est bon. Voilà. Le pire n'est pas toujours certain. Message d'espoir pour ça. Merci à vous. Merci. C'est pas abandonné, mais Yves, t'as bien fait de gagner le livre. Je pense qu'il y a deux citations du XVIIe siècle au bout de la fin. Avec le livre couverture verte de 1960. Ah, wow. Merci. Je me rappelle, Yves, tu étais présent à l'AGA et tu nous avais montré ton livre. Oui, je me rappelle. Mais merci beaucoup, Rachel Légère, d'avoir animé ce balado. Rachel qui est comme je suis ici au Bordeaux. Merci beaucoup.